Dans les couloirs opaques du pouvoir, la protection peut-elle devenir une prison silencieuse? Cette question résonne lancinante au fil des régimes, des continents, des époques, car partout où des hommes cherchent à protéger une cause, un leader ou une révolution, le même dilemme se pose. Jusqu'où aller pour préserver ce qui a été conquis? Et à quel moment la défense devient-elle enfermement? Autour du capitaine Ibrahim Traoré, l'atmosphère est chargée d'une tension sourde. Pas de garde en uniforme, pas de saluts martiaux. Juste des ombres disciplinées à l'extrême, invisibles mais toujours présentes. Ici, même le silence semble surveillé, chaque souffle mesuré comme si une menace pouvait surgir de nulle part. Ce climat rappelle parfois les palais des sultans ottomans, où le moindre frôlement d'étoffe pouvait annoncer une conspiration, ou la cité interdite de Pékin, où chaque murmure pouvait sceller le sort d'un empereur. La loyauté n'est pas une formalité de grade, mais un pacte scellé au feu du combat. Ces hommes masqués ou tapis dans la pénombre ne portent aucun insigne. Ils sont liés par les épreuves, surnommés Gaddafi ou numéro 3, autant de noms de guerre que de secrets partagés. Leur organisation échappe à toute logique connue, leur hiérarchie n'a rien d'apparent. En cela, ils se différencient des gardes républicaines françaises ou américaines, où la visibilité et l'apparat sont de mise. Ici, la discrétion est à la première armure. Leur mission dépasse la simple sécurité physique. Ils anticipent, analysent, neutralisent les dangers avant même qu'ils n'existent. Leur discipline fascine et inquiète. Leur engagement total les coupe du reste du monde, comme s'ils vivaient dans une forteresse d'ombre. Le moindre bruit, la plus petite hésitation dans une foule, une porte laissée entr'ouverte, tout devient un indice, une menace potentielle. C'est la vigilance permanente, à la manière des samouraïs du Japon féodal, qui dormaient sabre à la main, toujours prêts à défendre leur seigneur. Protège-t-il l'homme ou une idée fragile née des cendres des révolutions africaines? Cette garde, en érigeant des murs invisibles, risque-t-elle d'isoler celui qu'elle veut préserver? L'histoire nous enseigne que, souvent, ceux qui veillent le plus jalousement sur le pouvoir finissent par en devenir les geôliers involontaires. Si l'on ne pénètre pas la vraie nature de cette garde de l'ombre, on risque de passer à côté d'une transformation profonde de la souveraineté africaine. Ou pire, d'ignorer les périls tapis derrière cette forteresse humaine. L'histoire de la garde suisse du Vatican, par exemple, illustre comment un corps d'élite, formé pour protéger, finit par incarner une institution entière, parfois au détriment de la cause première. Mais comment cette garde s'est-elle constituée et quels liens intimes l'unissent réellement à Traoré? Pour comprendre, il faut remonter aux origines d'une fidélité forgée dans la violence. Le Burkina Faso, berceau de trahison séculaire et de révolution inachevée. Ici, la loyauté est une rareté, forgée dans la douleur, brisée par l'histoire, encore et encore. Le pays a vu défiler tant de régimes, tant de coups d'État, que la méfiance fait partie de la culture politique. Chaque génération a connu son lot de promesses trahies, de leaders fauchés en plein élan. Depuis l'indépendance, le pays tressaille sous les coups d'État. À chaque génération, la méfiance s'incruste. Nul n'est à l'abri, même pas un frère d'armes. Cette paranoïa n'est pas vaine, elle s'est nourrie de drames réels. Tout le monde se rappelle Thomas Sankara, figure révolutionnaire, tombée sous les balles de ses proches. Ailleurs, en Afrique, la garde présidentielle de Kadhafi a retourné ses armes contre lui après avoir été dissoute. Dépendre des protections venues d'en haut ou de l'étranger n'a apporté que des trahisons, laissant les dirigeants seuls face au danger. C'est dans cette atmosphère de doute que le capitaine Ibrahim Traoré surgit. Il n'appartient ni à la vieille garde militaire, ni au réseau d'influence classique. Il refuse les apparences, balaie les codes surannés des anciens chefs d'État, délaisse les routines de la sécurité de façade. Traoré a vu la fidélité s'éprouver dans la chaleur du Sahel, là où l'on ne triche pas avec la mort. Il rejette les modèles où la loyauté s'achète à coups de galons ou de primes. Sa garde rapprochée est unique. Pas d'uniformes ostentatoires, pas de saluts théâtraux, aucune parade solennelle. Ceux qui le protègent viennent du feu, des lignes où la faim, la poussière et l'angoisse forgent des liens indissolubles. Ces hommes ont partagé la peur du crépuscule, tenus dans l'épuisement, bravé l'isolement. Leur fidélité n'est pas vouée à un titre ou à un bureau, mais à l'homme qui s'est battu à leur côté. Ici, les grades n'arrêtent pas les balles ni les trahisons. Chaque détail de cette unité a été pensé pour rompre avec les vieux réflexes. Il ne s'agit plus d'une défense fondée sur la hiérarchie sociale, mais sur la fraternité née du terrain. La sélection s'est faite parmi ceux qui ont prouvé leur engagement, non par les décorations, mais par la ténacité au combat et l'attitude quand tout semblait perdu. Ici, la fidélité se jauge à la capacité de tenir, même quand la structure hiérarchique vacille. Oublier cette histoire,
C'est risquer la répétition du passé. Trahison interne, manipulation étrangère, effondrement de toute révolution. Traoré l'a compris. Son cercle de protection repose moins sur la peur de l'ennemi que sur la mémoire des échecs et la certitude qu'aucune révolution ne survit sans confiance absolue. Mais cette garde soudée peut-elle vraiment garantir la survie d'une vision ? Au cœur de la révolution, une nouvelle question plane. La protection protège-t-elle l'homme ou étouffe-t-elle l'idée ? La loyauté, ici, ne s'achète jamais. Elle se façonne dans la tourmente, entre sable brûlant et nuit sans sommeil. La garde rapprochée du capitaine Ibrahim Traoré naît de cette tempête sahélienne, une poignée d'hommes liés par un serment muet, forgé dans l'épreuve et la survie partagée. Nulle place pour les promesses ni pour les grades hérités. Chaque membre a traversé la faim, la peur, l'épuisement, côte à côte avec Traoré. Ils ont résisté aux pièges, aux trahisons, et gagné leur place non par l'ancienneté, mais par la résilience et le courage face à l'adversité. Cette méthode rappelle celle des légions romaines, où la confiance se gagnait sous les flèches et la poussière, bien plus que par la naissance ou la fortune. Leur fidélité n'est pas seulement envers un chef, leur véritable mission, incarner une idée, celle d'une Afrique maîtresse de son destin, d'une souveraineté conquise non par la force extérieure, mais par la discipline et la volonté d'un peuple libre. C'est une loyauté qui transcende la personne pour s'incarner dans un idéal de renouveau. Toujours en marge, ils se fondent dans l'ombre. Pas d'uniforme officiel, pas de cérémonial, leur présence est un frisson discret, une tension qui précède la tempête. L'un scrute la foule, l'autre calcule les échappatoires, un troisième veille à l'invisible, chacun prêt à déjouer l'imprévu. Ce sont les sentinelles modernes, semblables aux membres de la fameuse garde varègue de l'Empire byzantin, dont la simple présence suffisait à dissuader les complots. Contrairement aux unités classiques, leur doctrine dépasse la simple réaction. Ils apprennent à anticiper le danger, à le sentir avant même qu'il ne se forme. Infiltration nocturne, simulation de coup d'État, isolement dans le désert. Leur entraînement vise à devancer la menace, jamais à la subir. Cette anticipation est la clé de leur efficacité, comme l'était celle des services secrets israéliens, dont la réputation s'est bâtie sur la prévention plutôt que sur la riposte. Leur cercle est étanche. Aucun soldat extérieur n'y entre. Les communications sont cryptées, les réunions sans témoins, les tactiques jalousement gardées. Cette discipline du secret nourrit une légende. On parle davantage des attaques évitées que des victoires visibles. Les exploits de cette garde ne figurent jamais dans les communiqués officiels, mais se murmurent dans les couloirs du pouvoir, alimentant la peur et le respect. Pour eux, protéger va bien au-delà d'un réflexe militaire. C'est un engagement quasi sacré. Ils défendent l'idéal de la révolution, pas seulement la vie d'un homme. Dans un pays où l'ennemi ne porte pas toujours un uniforme, leur mission est un rempart contre la manipulation et la déstabilisation. C'est une lutte constante contre l'invisible, contre la corruption, contre l'infiltration, à l'image des gardiens de la révolution iranienne qui veillent autant sur l'orthodoxie politique que sur la sécurité physique du régime. Mais ce modèle porte un paradoxe. Mal compris, il se mue en suspicion. Trop de protection peut ressembler à une dérive autoritaire, ou au contraire faire oublier la force symbolique de leur action. À vouloir trop protéger l'idée, on risque parfois de l'étouffer. De nombreuses révolutions se sont déjà perdues ainsi, comme celle des Jacobins en France où la terreur a fini par dévorer ses propres enfants. Derrière ces figures invisibles, une question demeure. Jusqu'où faut-il aller pour protéger une révolution sans la trahir ? La frontière entre vigilance et enfermement se brouille. L'histoire soviétique, avec la montée du NKVD, nous rappelle les dérives d'une surveillance devenue fin en soi. La ligne entre vigilance et paranoïa se brouille dangereusement. Parfois, la peur du complot engendre des purges qui fragilisent de plus qu'elles ne consolident. La révolution éthiopienne, sous la Dergue, s'est effondrée sous le poids de sa propre méfiance, incapable de distinguer l'ennemi du simple contradicteur. À chaque heure, la garde rapprochée surveille tout, l'arrivée de chaque visiteur, la circulation des rumeurs et même les mots prononcés près du président Ibrahim Traoré. Leur mission ne consiste plus seulement à conjurer une attaque physique, mais à filtrer chaque souffle, chaque écho venu de l'extérieur. Chaque détail est suspect, chaque silence pèse. Cela rappelle le système de surveillance du roi Louis XIV, entouré d'espions et de courtisans, où la moindre parole pouvait devenir crime de lèse-majesté. À force de verrouiller, le cercle se referme sur lui-même. Le président devient prisonnier d'un cocon de prudence, séparé du tumulte du pays. Chaque message doit franchir une barrière invisible où le doute s'insinue et ralentit la moindre information. Le chef d'État se retrouve isolé, tout comme l'a été Nicolae Ceausescu,
coupés de la réalité roumaine par une garde qui filtrait tout, jusqu'à l'absurde. Ce système protecteur, imaginé pour défendre le chef, se transforme en forteresse. La loyauté se confond avec l'obéissance muette, qui prendra le risque de soulever une objection, de suggérer une alternative, alors que tout mot peut être interprété comme une menace. L'innovation, l'audace et même la vérité se retrouvent cadenassées sous la peur du faux pas. L'exemple de la chute de Saddam Hussein montre comment l'absence de critique sincère condamne les régimes à l'erreur fatale. Au cœur de cette citadelle humaine, chaque confidence est disséquée, chaque visite analysée, et le soupçon devient la règle plutôt que l'exception. La garde, en voulant dompter le chaos, contrôle peu à peu la perception de la réalité. La méfiance s'installe, creusant un fossé entre le leader et ceux qu'il prétend représenter. Le dialogue avec la société civile se fait rare, la peur remplace l'espoir initial. Le danger est insidieux. En cherchant à préserver la révolution, cette protection peut étouffer la flamme qui l'a fait naître. Si la contradiction disparaît, si la remise en cause est bannie, la dynamique s'éteint, perdant le contact avec la rue, avec les aspirations du peuple. La révolution cubaine, longtemps enfermée dans son cercle dirigeant, en a payé le prix en termes de créativité et de renouvellement. Voilà le dilemme. Verrouiller pour survivre ou ouvrir pour progresser? Trop de contrôle paralyse, trop de liberté expose au risque. L'équilibre est précaire, et la moindre hésitation peut faire vaciller l'ensemble. Les printemps arabes, par exemple, ont montré comment l'alternance entre ouverture et répression peut accélérer la chute des régimes les plus contrôlés. Au bout du compte, une question cruciale demeure. La révolution peut-elle rester vivante, fidèle à ses idéaux, si la protection devient enfermement? Le péril ultime, c'est que le mouvement s'enferme dans sa propre forteresse et oublie la cause pour laquelle il s'est levé. L'histoire des révolutions russes et chinoises rappelle que l'isolement du pouvoir finit toujours par le détruire. Mais derrière ces murs, d'autres dynamiques plus complexes se trament. Car la garde rapprochée n'est pas un bloc monolithique. Les tensions internes et les ambitions individuelles rôdent dans l'ombre. Les luttes de clans, les rivalités, la tentation de prendre le contrôle finissent souvent par miner l'unité initiale, comme ce fut le cas en Centrafrique ou en Guinée. L'autonomie d'un peuple ne se mesure pas seulement à la puissance de ses armes, mais à sa capacité à transformer la loyauté en institution durable. Il s'agit de passer du cercle restreint à la nation entière, de l'obéissance à la co-responsabilité. Les monarchies constitutionnelles modernes l'ont compris, en inscrivant la confiance dans des lois et des contre-pouvoirs. Au Burkina Faso, la garde rapprochée du capitaine Ibrahim Traoré incarne cette force rare, le fruit d'une discipline humaine forgée par l'épreuve et soudée par un idéal partagé. Ces hommes prouvent qu'une révolution ne repose pas uniquement sur la supériorité militaire, mais sur une fidélité totale à la cause. Pourtant, aussi précieuse soit-elle, cette loyauté, si elle reste l'affaire d'un cercle fermé, ne garantit rien. La vraie question pour toute nation aspirant à l'émancipation surgit alors: comment faire passer la fidélité personnelle au rang de valeurs et de règles collectives? Car tant que l'édifice repose sur l'engagement de quelques hommes, il demeure fragile. Il risque de s'effondrer avec eux ou de se transformer en nouveau carcan. La révolution burkinabé rappelle que la confiance ne doit pas être un privilège réservé à un seul, mais se transmettre à travers des principes et des structures capables de survivre à l'épreuve du temps et du pouvoir. Ce dilemme dépasse largement l'Afrique. Partout où un mouvement cherche à rompre avec l'ordre ancien, la même question se pose: comment maintenir la cohésion sans s'enfermer dans la méfiance ou l'excès de contrôle? Trop de protection, trop de soupçons, et la flamme du changement peut s'éteindre, étouffée par ceux-là même qui voulaient la préserver à tout prix. En Iran, en Chine, en Amérique latine, les exemples abondent de révolutions dévorées par leurs propres machines sécuritaires. Pourtant, l'Afrique propose un modèle singulier, une souveraineté reconstruite de l'intérieur, dans la douleur et la solidarité face à l'adversité. En choisissant des compagnons issus de l'épreuve plutôt que des élites installées, Traoré a donné à sa garde une force morale qui défie les modèles occidentaux. Mais ce choix comporte un risque. Si la loyauté reste l'unique ciment, la souveraineté peut vite basculer dans l'isolement. Le destin d'un pays se retrouve alors suspendu à la fidélité ou à la trahison d'un petit groupe. L'histoire des samouraïs au Japon ou de la garde impériale au Brésil montre comment les élites guerrières peuvent à la fois défendre et menacer l'ordre qu'elles servent. C'est le piège ultime, que la promesse d'émancipation se change en prison, qu'une idée vivante devienne dogme, incapable de se transmettre ou de s'adapter.
Une révolution qui ne dépasse pas l'homme fort reste condamnée à n'être qu'un court épisode, ou pire, à ouvrir la voie à une nouvelle domination. L'exemple du Zaïre de Mobutu ou de la Libye post-Kadhafi montre que la personnalisation du pouvoir laisse un vide dangereux. L'expérience burkinabé nous avertit, mais elle inspire aussi. Elle prouve qu'une résistance authentique aux pressions extérieures est possible, à condition de l'ancrer dans des institutions ouvertes et vivantes. Sinon, la révolution risque de disparaître sans laisser de traces durables, ou de se refermer sur une nouvelle désillusion. Mais alors, comment faire vivre une telle institution sans sacrifier la vigilance ou la créativité ? La réponse se joue peut-être dans la capacité à inventer de nouvelles formes de transmission et de contrôle partagés. Il est essentiel d'ouvrir le cercle, d'associer la société civile, de créer des espaces de débat et de contradiction. Instituer des mécanismes de reddition de comptes, des conseils consultatifs, des médiateurs indépendants permet de conjuguer protection et ouverture. Des exemples historiques existent. En Afrique du Sud, la transition post-apartheid fut possible grâce à la création de la commission Vérité et Réconciliation, qui a permis de transformer la méfiance en dialogue. Au Ghana, la limitation des mandats et la décentralisation ont renforcé la confiance au-delà des cercles de pouvoir. Concrètement, il s'agit d'ouvrir les recrutements, de renouveler régulièrement la garde, d'inclure des représentants de différentes régions et communautés pour éviter la formation de clans fermés. Organiser des formations sur l'éthique, la gestion du stress, la prévention des abus et instaurer des rotations de responsabilités limite la prise de pouvoir par un seul groupe. Il est également utile d'installer des mécanismes de remontée des informations venant de la base, d'encourager les lanceurs d'alerte, de protéger la presse indépendante et les ONG afin de garantir que le chef reste connecté à la réalité du terrain. L'exemple du Botswana, dont la stabilité repose sur la circulation de l'information et la transparence, peut inspirer le Burkina Faso. Derrière chaque rempart, une question tenace. La révolution peut-elle survivre à ses propres défenses ? L'histoire du Burkina Faso, à travers la garde rapprochée du capitaine Ibrahim Traoré, pose ce dilemme universel. Jusqu'où la protection devient-elle une prison ? Cette unité secrète, née de l'épreuve et de la fidélité, incarne une nouvelle ère. Ici, la sécurité ne dépend plus d'alliances étrangères, mais d'une confiance enracinée, presque sacrée. Pourtant, cette force, gardienne de l'indépendance, peut se muer en verrou. Se protéger de tout, c'est parfois se couper du souffle du changement. La souveraineté, sur le papier, rime avec autonomie. Mais au quotidien, elle se construit sur un fil tendu entre clarté et secret. La transparence forge la légitimité, le secret, la survie face à la tempête. Où tracer la limite ? L'histoire du Mozambique, où la lutte contre la colonisation portugaise s'est accompagnée d'une vigilance extrême, montre que la vigilance excessive peut freiner la reconstruction une fois la victoire acquise. Trop de secrets nourrit la méfiance. Trop de protection peut isoler, voire engendrer la tyrannie, transformant le gardien en geôlier. Alors la fraîcheur révolutionnaire s'étiole, étouffée par l'ombre d'une sécurité absolue. Ce n'est plus seulement la liberté d'un individu, mais celle d'un peuple qui vacille. La vraie question n'est plus « qui protège le pouvoir ?», mais « que protège-t-on vraiment ?» Un homme, un symbole, ou cette étincelle collective qui fait naître l'espoir d'un continent. En verrouillant toutes les issues, on évite l'intrusion, mais on prive la révolution de l'oxygène vital du débat. Le risque ultime, c'est d'immoler la liberté et la fraîcheur de la révolution sur l'autel d'une sécurité sans faille, car la peur de la trahison, fondatrice du cercle rapproché, peut finir par tuer la confiance qui l'a fait naître. L'histoire du Chili sous Pinochet ou de la Birmanie sous la junte militaire offre de tristes exemples de ce basculement. Le Burkina Faso nous tend un miroir. La souveraineté, est-ce tout contrôler ou oser s'exposer à l'incertitude ? Faut-il choisir entre transparence et secret ou inventer une voie où la confiance précède la crainte ? À vous désormais d'ouvrir le débat. La révolution africaine peut-elle durer sans s'étouffer sous ses propres défenses ? La souveraineté s'épanouit-elle dans la lumière ou dans